La présentation qui nous vient va nous être présentée par Alain Quegnaud, qui est enseignant à Stanislas, mais qui fait aussi partie de l'équipe de Démosciences, que vous connaissez déjà. Certains d'entre vous ont déjà eu le plaisir d'assister à des formations Démosciences lors du salon Educatech. Et donc Alain va nous présenter l'ensemble des travaux qui ont été effectués par cette équipe, qui sont encore une fois disponibles sur le site de l'UPSTI, l'ensemble des activités, et aussi sur le site Démosciences. Et aussi sur le site Démosciences. Donc tout est disponible. Et en libre accès. Donc Alain, je te laisse 25 minutes. Voilà, merci. Je vais essayer de relever le défi. Alors bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les derniers développements qui ont été réalisés sur Scilab, dans le but de réaliser une partie de nos enseignements en S2I pour nous aider à le faire. Donc, c'est des travaux qui sont réalisés donc, dans le cadre de Démosciences depuis 2 ans, avec toute une équipe que vous pouvez contacter assez facilement par email avec l'adresse team_demosciences avec un s.upsi.fr. Alors, je vais commencer ma présentation par la présentation de Scilab. Puis, je vous parlerai de programmation graphique avec l'outil Xcos, avant de passer à l'explication des 3 modules que nous avons développés dans le cadre de Démosciences. Donc, Scilab, c'est un logiciel open source développé sous licence Cécile. C'est un environnement de développement pour applications scientifiques et d'ingénierie qui permet, comme application, de programmer, de résoudre des équations mathématiques, de programmer un petit peu tout ce qu'on veut, de faire de la visualisation, de l'optimisation, du traitement du signal, etc. Il permet également de faire de la modélisation, de la simulation dynamique de systèmes hybrides, donc c'est de la programmation graphique. Et on peut également le coupler avec d'autres langages type C++, Fortran, Python ou Java. Donc il est également un petit peu utilisé en milieu industriel pour des entreprises qui souhaitent connaître exactement ce qu'il y a à l'intérieur du code. Quand ils veulent maîtriser absolument toute la chaîne, ils vont utiliser ce genre d'outils, à défaut de tout redévelopper en C par eux-mêmes. Donc l'installation de Scilab est relativement simple. On va sur le site scilab.org. On télécharge la dernière version qui correspond à notre OS, que ce soit Linux, Mac ou Windows, en 32 bits ou en 64 bits. On installe, et puis après l'installation, on a une fenêtre dans laquelle vous allez retrouver en gros 3 parties. Une partie à gauche où vous allez avoir le gestionnaire de fichiers. La partie centrale qui est la console avec laquelle vous allez pouvoir mettre rentrer un certain nombre de commandes. Vous allez avoir les retours de vos programmes qui vont s'afficher là-dedans pour partie. Et puis sur la droite, vous avez le navigateur de variables et l'historique de commandes. Avec le logiciel, il y a tout un tas de bibliothèques qui sont déjà disponibles, avec un gestionnaire d'aide qui est en français plus ou moins partiellement, ça dépend, il y a encore des fonctions qui ne sont pas traduites. Et puis dedans, vous avez toutes les fonctions, on va dire, de base, de l'algèbre linéaire, des fonctions de calcul matriciel, de la résolution d'équations différentielles, tout ça c'est de base. Alors si vous souhaitez utiliser des fonctions supplémentaires, on va pouvoir ajouter des modules. Et l'installation de modules se fait par l'intermédiaire du gestionnaire de modules Atom. Et ça va être par cet intermédiaire-là qu'on va pouvoir installer les modules que nous avons développés avec Démosciences. Alors, je vais tout d'abord vous parler d'Xcos. Donc, Xcos, c'est l'extension de Scilab qui permet de réaliser de la programmation graphique. Donc, de base, avec ce module-là, avec cette extension, on peut programmer un certain nombre de choses. Donc l'idée est assez simple, c'est ce qu'on a vu dans la première présentation avec Sébastien, c'est le même genre. On a des blocs, on les prend dans une palette, on les fait glisser dans la zone de travail, on relie les blocs entre eux et après on lance la simulation. Donc un premier exemple très simple, je prends un circuit RLC dont on connaît les équations du système. Et si on veut représenter ça de manière graphique, on va prendre par exemple pour la première équation un bloc gain. En entrée, on aura le courant, et puis en sortie, on aura la tension borne de la résistance. Puis à l'intérieur, on a la valeur de la résistance. Pour les équations avec des dérivés, on va les passer plutôt sous forme intégrale. Donc on va dire que la tension borne de la capacité, c'est l'intégrale de I sur C. Et donc graphiquement, ça va se représenter comme vous le voyez apparaître. Donc on va avoir UC qui est égal à l'intégrale de I sur C. Pareil pour la troisième équation. Le I, c'est l'intégrale de UL sur L.
Et puis il ne me reste plus qu'à définir l'entrée. L'entrée, je choisis de mettre une constante. Donc une constante ici égale à 10 volts. Et donc il ne reste plus que la dernière équation à traduire, donc, à savoir que UL va être égal à E moins UR moins UC. Et donc ça, on va prendre un sommateur à 3 entrées pour lequel on va définir les signes de ces entrées. Et puis on relie donc tous les petits fils, les I ensemble, et puis les UC aux entrées du sommateur. Voilà. Donc si on veut lancer la simulation, il va falloir rajouter un composant qui va être un scope. Donc c'est le petit oscillateur qui vient d'apparaître à droite, associé à une horloge. L'horloge va permettre de définir le pas de temps de visualisation. Ce n'est pas le pas de temps de la simulation, c'est le pas de temps de visualisation. Et donc avant de pouvoir lancer la simulation, il faut définir un certain nombre de choses. Les premières, c'est dans le contexte, on va définir un certain nombre de paramètres, ici les paramètres RLC. Alors en pratique, il va falloir d'abord définir les paramètres avant de pouvoir les utiliser dans le diagramme, comme je l'ai fait sur le diagramme que je vous ai montré. Donc on définit d'abord les paramètres et seulement ensuite on a le droit d'utiliser R, L et C dans le logiciel. On va définir également les paramètres de simulation. Donc là, en gros, dans cette fenêtre, on va simplement définir le pas de temps d'intégration final. Donc on veut, ici j'ai mis une simulation jusqu'à 6-10-2 secondes. Et les autres paramètres, en règle générale, on ne les touche pas. Le dernier paramètre à régler, c'est l'horloge. On va régler donc la période d'affichage. Donc ici, toutes les millisecondes, je veux avoir un point de calcul. On lance la simulation et puis on est content, on a un résultat. On peut l'analyser. Bien. Alors, le premier module que je vais vous présenter, donc, pour venir en complément de ce que je viens de vous montrer sur ISCOS, c'est le module CPGE, donc, qui a été développé à DémoSciences 2011. L'objectif principal de ce module était de pallier à un manque d'ISCOS qui ne permettait pas de faire de l'analyse fréquentielle. Voilà. Donc ça, c'était le premier objectif. Et puis l'autre, c'était d'avoir un outil libre de simulation graphique qui soit multi-OS et puis surtout qui fonctionne avec les nouvelles versions de Windows notamment. Donc l'installation du module CPGE se fait par l'intermédiaire du gestionnaire de module Atom. Dans la rubrique éducation, on clique sur CPGE, on installe, on redémarre et ça fonctionne. On a une nouvelle palette qui apparaît dans la palette de travail XCOS qui s'appelle CPGE, dans laquelle on va retrouver les blocs classiques que nous avons besoin d'utiliser dans nos modèles, à savoir les entrées, donc des diracs, des échelons, des rampes, etc. Les opérateurs linéaires avec les fonctions de transfert, des gains, intégrateurs et des correcteurs. Des non-linéarités, retard, saturation. Une zone avec les sorties, avec un bloc de scope optimisé. Et puis les outils d'analyse pour faire de l'analyse temporelle, de l'analyse fréquentielle et de l'analyse paramétrique. Donc si je reprends le circuit RLC que je vous ai montré précédemment, donc je change juste le scope de tout à l'heure avec l'horloge. Je remplace par le scope optimisé donc, que vous avez sur la partie droite. Ce scope optimisé en fait, va inclure à l'intérieur l'horloge et on n'aura plus besoin d'aller paramétrer cette horloge. On ajoute un bloc réponse temporelle sur la droite qui lui va permettre de définir les paramètres de simulation, donc la fréquence d'affichage et donc le nombre de points de calcul et le pas de temps d'intégration final. Donc là, vous voyez, j'ai remis 0,06 secondes. Donc voilà, donc là c'est la fenêtre pour faire le réglage. Ensuite, on lance la simulation et on obtient, a priori, le même résultat. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que dans les paramètres du scope, on peut définir les légendes associées aux courbes, de façon à avoir sur le graphique directement la légende qui va apparaître. Bien. Alors si on veut faire de l'analyse paramétrique, on rajoute le bloc analyse paramétrique, on double-clique dessus et puis à l'intérieur de ce bloc-là, on va définir les différents paramètres qu'on souhaite faire varier. Donc ici, la capacité, j'ai mis 3 valeurs, la résistance, j'ai mis 2 valeurs, donc ça va faire 6 cas d'études. Et puis on lance la simulation et on va voir les 6 courbes qui vont se superposer. Et ensuite, on va pouvoir analyser ces courbes. Alors pour ce qui est de l'analyse fréquentielle, c'est exactement le même principe. Donc il va falloir définir des points de mesure, donc pour définir l'entrée et la sortie du schéma. Donc vous avez les petits points de mesure E et S à implanter dans le schéma en plus par rapport à ce que j'ai montré précédemment. Et puis vous avez un bloc réponse fréquentielle que l'on va pouvoir régler pour réaliser différentes simulations. On va pouvoir faire l'affichage des diagrammes de Bode, diagramme de Black, Nyquist, le lieu des pôles d'Evans. On définit l'entrée et la sortie. Si on veut
afficher les marges, on met oui ou non. Si on veut afficher le diagramme asymptotique, on met oui ou non. Et puis ensuite, on lance la simulation. Ah non, quand on appuie sur OK, on peut définir la fréquence minimale et la fréquence maximale de la simulation, le nombre de points de calcul, et seulement ensuite on lance la simulation, on obtient le résultat. Voilà. On peut faire la même chose avec Black, il suffit de remplacer, au lieu de mettre 0 pour Bode, on met 1 pour Black, et puis on a la même chose. Si on veut faire du paramétrique, comme tout à l'heure, on met exactement le même bloc d'analyse paramétrique. On remplit de la même manière, donc ici je fais juste varier la capacité, et puis on aura les trois courbes qui vont se superposer. Voilà. Alors sur la version qui est disponible actuellement sur Atom, par exemple, sur l'analyse paramétrique, on n'aura pas les marges de phase et marges de gain ne seront pas disponibles. Les diagrammes asymptotiques non plus, ça viendra dans la version suivante. Alors les évolutions du module CPGE, donc un certain nombre d'entre vous les ont suivies. Donc là, on va maintenant être un peu plus sur des versions stabilisées avec, on va dire, l'assurance de la compatibilité ascendante. C'est-à-dire que les problèmes qu'ont eu certains d'entre vous de développer un schéma sur une version, puis en updatant, ça ne fonctionnait plus. Ça devrait plus exister. Maintenant, on va y veiller un petit peu plus quand même pour être un peu plus sérieux. Et puis après, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont en cours de développement ou déjà développées qui vont apparaître dans la future version, telles que la possibilité d'afficher les temps de réponse à 5% ou les temps de montée sur les réponses temporelles. On a développé également un outil d'analyse de schéma bloc à fonction de transfert linéaire, donc qui sera disponible dans la prochaine version. Bon, prise en compte du retard, donc là, la toolbox qui permet de prendre en compte le retard a été mise à jour, ce qui fait qu'actuellement ça ne marche plus correctement, mais bon, ça sera corrigé dans la future version. Et puis après, il y a toujours des améliorations qui peuvent apparaître en fonction des retours que nous avons au niveau de l'équipe de DémoScience, les retours que vous nous faites. Quand vous nous dites que ça ne marche pas, on fait en sorte que ça fonctionne, ou quand vous nous dites qu'il manque un truc, on essaie d'ajouter dans la mesure du possible les fonctionnalités. Donc voilà pour le module CPGE, donc qui fonctionne, on va dire, qui fonctionne plutôt pas mal. Alors, le deuxième module, c'est le module SIM, donc le module qui est un peu plus récent. Donc lui, il a fait l'objet de DémoScience 2012. Donc SIM, c'est pour simulation de modèles multiphysiques. Donc là, l'objectif, ça va être de faire de la modélisation par constituant ou par phénomène, de la modélisation complètement graphique. Par constituant, pardon. Le graphique, c'était le cas avant aussi. Donc là, l'idée, c'est qu'on n'a plus besoin de connaître les équations pour réaliser le modèle. Donc là, on parle souvent de modélisation acausale, alors que tout à l'heure, on parlait un petit peu de modélisation causale. Mais bon, l'idée, c'est que là, il n'y a plus besoin de connaître les équations. Donc l'installation se fait exactement de la même manière. Donc là, on va avoir des dépendances avec Coselica de Scilab, qui est lui-même basé sur OpenModelica. Donc dès qu'on installe le SIM, la bonne version de Coselica sera automatiquement installée. Alors pour que ça puisse fonctionner, il faut également installer un compilateur C++. Vous verrez sur le site de DémoScience, il y a tout ce qu'il faut pour installer correctement. Donc quand on installe ce module SIM, on va avoir une nouvelle palette qui va apparaître dans le navigateur de palette, dans laquelle vous allez retrouver beaucoup de choses, beaucoup de choses. Des composants électriques, donc du passif, de l'actif, donc des ampli-hub, des diodes, des résistances, tout ça, avec des comportements plus ou moins complexes suivant ce qu'on veut faire. Tout un tas de composants mécaniques, des composants thermiques, des composants avec des signaux, et puis toujours la palette utilitaire avec laquelle on va pouvoir réaliser les simulations, donc les sorties, les scopes, et puis l'analyse temporelle. Donc là, typiquement, à cet endroit-là, vous voyez qu'il n'y a pas encore d'outils analyse paramétrique. Donc ça fait partie des développements qui vont arriver par la suite. Donc le gros avantage de cette simulation, de cette façon de faire, c'est d'avoir une modélisation qui est très proche de la physique réelle. C'est-à-dire que là, quand je mets entre les deux schémas, vous voyez que vous avez exactement la même chose. Vous avez la source de tension en haut, la résistance avec un petit symbole de résistance, une capacité avec le symbole, l'inductance. Et puis, de la même manière qu'on va le faire sur un circuit électrique réel, si on a besoin de mesurer la tension aux bornes de la capa, on va prendre un voltmètre, donc c'est le capteur qui est en dessous, et puis on va se placer aux bornes de la capacité. Alors, une chose qu'on fait apparaître en plus sur le schéma, c'est le symbole de masse sur le côté. Le symbole de masse, il est obligatoire pour réaliser une simulation. On a besoin de définir un zéro pour les potentiels.
S'il n'y a pas de 0, il manque une équation dans le système, il n'est pas inversible, et puis Scilab vous enverra un petit message d'erreur comme quoi ce n'est pas possible. Donc là, la simulation, la modélisation est extrêmement simple. On a juste donc à remettre les composants. On met juste à l'intérieur la valeur de chacun des paramètres. Alors contrairement à ce qu'il y avait tout à l'heure, les blocs n'ont plus de notion d'entrée et de sortie. Il n'y a plus de sens de calcul. Là, on peut calculer dans un sens ou dans l'autre. Tout à l'heure, je vous avais mis que U était égal à RI. Ici, IU égale RI, c'est toujours vrai, mais suivant qu'on impose le U ou le I, la simulation se débrouillera pour faire dans le sens qui va bien. Dans les liens, en fait, transitent les deux grandeurs duales associées aux puissances. Donc typiquement, là, dans les liens qui sont représentés sur le modèle, vous avez à la fois l'intensité et la tension. Contrairement à ce qu'on pouvait faire dans les schémas précédents ou ce qu'on faisait avant, où on n'avait qu'une seule grandeur choisie pour faire le calcul. Donc SIM peut être tout à fait utilisé en tout début d'année pour commencer à faire de la modélisation avec les élèves sur des systèmes complexes, mais en manipulant aucune équation. Ça va être un des soucis qu'on va devoir relever avec nos nouveaux élèves, c'est qu'ils auront de moins en moins de connaissances de base sur les phénomènes physiques. Donc on fera un petit peu plus d'identification et petit à petit, on rentrera dans les modèles en rajoutant les équations. Donc un autre exemple que je vais vous présenter, c'est une simulation de régulation de température de pièces. Donc là, pour rentrer sur de la multiphysique, juste avant il y avait juste de l'électrique, là maintenant on va coupler de l'électrique avec de la thermique. Donc l'idée c'est de réaliser donc, la régulation de température d'une pièce. Donc on a une sonde de température, une consigne de température par exemple à 20 degrés. On compare les deux et en fonction de l'écart entre la consigne et puis la valeur réelle, on va agir ou pas. Donc là, on met on souhaite mettre un seuil de déclenchement, c'est-à-dire que quand la température sera inférieure de 3 degrés à celle voulue, eh bien on va se remettre à faire chauffer le radiateur, qui est juste un radiateur résistif tout bête. Donc on va fermer le relais du circuit électrique. Donc on a un certain nombre d'équations à résoudre. On a des pertes par conduction thermique avec l'extérieur. L'évolution de la température extérieure, on va supposer pour la simulation que ça va être un sinus. On pourrait très bien, pour faire la simulation, prendre un relevé expérimental et puis le rentrer dans la simulation par l'intermédiaire d'un fichier texte, par exemple. Donc voilà le modèle développé sous SIM. Donc on retrouve les différents constituants du système, à savoir donc, la pièce qui est représentée par l'espèce de caillou. Donc c'est elle qui va caractériser la capacité thermique de la pièce. Vous avez le bloc en dessous qui ressemble à une résistance, qui lui va être la modélisation des pertes par conduction. Et puis après, on retrouve des choses un peu plus standards. Le capteur de température, la valeur de la température, on vient la ramener sur l'avant sur un sommateur. On compare avec la consigne. Derrière, vous voyez un hystérésis qui va permettre de faire chauffer le radiateur uniquement quand on sera en dessous de 3 degrés. Donc on va fermer le relais juste en dessous. Et donc on a la résistance thermique qui est représentée ici. Voilà. Donc on fait ce schéma, donc multiphysique, on lance la simulation et puis on a un résultat qu'on peut analyser. Voilà. Et donc on peut faire ça en couplant, on pourrait coupler de la thermique avec de la mécanique, avec de la commande, de l'électrique, on pourrait tout coupler, des signaux purement mathématiques, et on peut coupler tout ça ensemble. Donc là c'est un autre exemple qui a été développé par David Violo sur le vérin Stewart, où là vous avez donc la partie commande asservie du vérin associée à la partie mécanique de ce même vérin. Bon. Et donc quand on lance la simulation et qu'on compare de loin avec l'expérience, donc vous avez les résultats de simulation, c'est les 3 courbes du haut, les résultats expérimentaux, les 3 courbes du bas. Bon, globalement, on voit un certain nombre de similitudes. Voilà. Donc on arrive à faire 2-3 petites choses. Alors les évolutions de SIM, donc pareil, maintenant on va prendre un petit peu plus, faire un peu plus attention d'avoir une version qui soit avec l'assurance de la compatibilité ascendante. L'aide en français qui est en cours de finalisation. Donc il y a une version disponible actuellement de SIM, c'est une version intermédiaire, il me semble que l'aide en français n'est pas complète pour l'instant. Alors c'est un module qui est quand même relativement récent, il date que de novembre 2012. Donc il est encore à tester, donc il a déjà été testé en grandeur nature sur la formation des professeurs de STI 2D de l'Académie de Paris.
on a déjà modifié pas mal de petites choses qui ne convenaient pas, mais il en reste certainement d'autres. À force de l'utiliser, bon, on améliorera les choses. Il y a un groupe de travail qui s'est monté pour proposer des modèles associés aux différents constituants de la maquette du laboratoire. Donc là, je vous ai montré le Vera Stewart, il y en a d'autres qui vont arriver. Voilà. Alors je vais passer maintenant au troisième module. C'est le module Arduino. Donc la carte Arduino, rapidement, c'est un petit projet, des petites cartes à 20 € avec 14 entrées-sorties numériques. Vous avez 16 sorties analogiques, 6 entrées analogiques. Dessus, vous pouvez plugger un peu tous les capteurs que vous voulez. Vous pouvez rajouter, vous pouvez piloter à peu près tous les actionneurs que vous souhaitez. Et de base, la programmation se fait en C. Donc là, l'idée de DémoScience 2012 était de refaire un petit peu la même chose que ce qui avait été fait sous MATLAB, à savoir piloter l'Arduino directement à partir de la simulation sous Xcos. Donc pour faire ça, dans la carte microcontrôleur, on a écrit un programme en C qui va écouter ce que va dire au Scilab. Et puis de l'autre côté, vous avez Scilab qui va dialoguer avec la carte via le protocole RS232 dédié. Donc c'est un protocole qui est émulé sur le port USB. L'installation, alors elle n'est pas encore disponible sur Atom. Alors certains d'entre vous l'ont déjà utilisé via le site DémoScience. D'autres se servent directement sur le SVN. Bon, elle est en cours de finalisation. Elle sera disponible sur Atom incessamment sous peu. Alors quand on l'installe, on a quatre catégories qui apparaissent dans la palette d'Xcos. Vous avez la catégorie digitale avec les entrées-sorties numériques, donc qui permettent de lire et d'écrire sur les ports numériques, de gérer des codeurs incrémentaux et puis de gérer des interruptions. Donc avoir un compteur d'interruption, genre une fourche optique, quelque chose qui passe devant une fourche optique et puis on compte. Vous avez les entrées-sorties analogiques. Vous avez la possibilité de piloter des moteurs à courant continu et des servomoteurs. Et vous avez dans la partie configuration les blocs qui permettent de définir le port de communication, la fréquence d'échantillonnage dont on a parlé tout à l'heure, dont Sébastien a parlé tout à l'heure, et puis la visualisation avec le scope. Donc un exemple d'application sur l'imprimante de DémoScience 2011. J'ai repris l'imprimante. On a arraché toute la partie électronique qu'on avait développée pour DémoScience, à savoir avec la carte PIC microcontrôleur, c'était un 16F, d'un 18F quelque chose, je ne me rappelle plus. Là. Je l'ai enlevé. Et puis dessus, on remplace par la carte Arduino. On reprend exactement le même câblage. On ne change pas ce qui est à l'intérieur de l'imprimante. Et puis cette fois, c'est le modèle sous Scilab qui va permettre de réaliser complètement l'asservissement. Et ici, vous voyez qu'en fait, on n'a que 2 blocs Arduino. On a uniquement un bloc, ici où il y a écrit type Shield 3 on card 1. Ça, c'est le bloc qui permet de piloter le moteur. Donc dans ce bloc-là, on va lui envoyer la consigne pour le moteur. Donc c'est un nombre entre 0 et 255 qui va envoyer la commande PWM à la carte hacheur. Et puis de l'autre côté, on a le bloc codeur qui va analyser donc le codeur incrémental, qui va réceptionner la valeur du compteur associé au codeur incrémental de l'imprimante. Donc Scilab va lui dire que vaut le compteur, et puis la carte Arduino va lui répondre. Et en fonction de ça, on arrive à faire l'asservissement. Voilà, donc là on est sur un échantillonnage de 10 millisecondes, et puis on arrive à faire des petites choses sur un système comme ça qui sont pas trop mal. Bon, alors évidemment, si on veut piloter de l'asservissement beaucoup plus rapide, là il va falloir implanter en dur à l'intérieur le programme, et ça c'est pas encore disponible. Il n'y a pas de target comme sous MATLAB avec la toolbox Arduino. Voilà. Donc l'évolution de la toolbox, donc avant qu'elle sorte, il reste la compatibilité Mac Linux à réaliser. Alors elle va certainement sortir sans cette compatibilité. Il reste des petits traitements d'erreurs à faire. Quand on fait des petites cartes de prototypage avec la carte Arduino, il peut arriver qu'on ait des légers faux contacts au cours de la simulation. Et ça va faire planter l'acquisition. C'est-à-dire que d'un seul coup, la simulation va se geler. Donc ça, c'est juste un petit traitement à rajouter qui va être fait avant la publication de la version finale. Améliorer le scope, par exemple, pour superposer les courbes, comme je vous ai montré avec SIM et CPGE. Sur l'Arduino, pour l'instant, c'est pas le cas. On ne peut pas le faire. On aimerait bien faire l'implantation sur cible. Ça, c'est plutôt un projet, ce n'est pas un développement qui va arriver tout de suite. Et puis voilà. Alors pour conclure, donc, avec les 3 modules que je vous ai présentés, Scilab et Xcos, on couvre
une grande partie, disons, les besoins en modélisation et SLCI que l'on a, avec une plateforme libre et multiplateforme. Donc les élèves peuvent l'utiliser facilement chez eux, ce qui est quand même un bon avantage. On est sur une version un petit peu plus stabilisée que les développements qu'il y avait eu jusqu'à maintenant. La raison est que l'INRIA, Scilab Entreprise, va publier un livret de SI avec un certain nombre d'exemples. Et donc, ils reprennent en main un petit peu le projet pour assurer l'évolution et la compatibilité de la chose. Hein, justement, qu'il n'y ait plus les problèmes de compatibilité ascendante comme on a pu l'avoir. Hein, donc, ils ont repris pas mal la main sur le développement. Donc, actuellement, on est un peu en stand-by. On a envie d'améliorer certaines choses, mais on ne peut pas le faire. Donc, justement, il nous reste quelques fonctionnalités à ajouter. On le fera après ou pendant, on verra. Les développements à venir, ou je dirais plutôt ce qu'on aimerait faire, donc faire évoluer SIM pour avoir éventuellement plus de composants, pour faire plus de simulations. Donc dès qu'on aura un besoin identifié, on rajoutera ce qu'il faut. On aimerait bien faire de la compilation sur cible, donc que ce soit sur Arduino ou sur autre chose. On ne sait pas encore très bien ce qu'on aimerait faire, mais on aimerait faire quelque chose. On aimerait bien avoir la possibilité d'avoir des diagrammes d'état, mais bon, ça ce serait quand même à l'INRIA de regarder ça de plus près. On aimerait faire de la création d'interfaces graphiques simplifiées. Donc actuellement, on peut le faire avec un module qui s'appelle GuiBuilder, mais qui n'est pas forcément pratique. Donc là, il y a un projet en utilisant Qt Designer qui permettrait de faire de la réalisation d'interfaces graphiques beaucoup plus facilement, notamment pour faire des TPE, des choses comme ça. Et pourquoi pas, on aimerait bien lier des outils SysML dédiés avec Scilab pour l'utiliser en parallèle. Voilà, je vous remercie. Merci Alain. Merci d'avoir respecté scrupuleusement le timing à la minute près. On a de la place pour une question. Allez. Choisir. Pas de question. Une question. Alors effectivement, tout ce que vous avez développé est extrêmement utile. Alors moi personnellement en TIPE, mais effectivement aussi pour développer des TP comme ce qui a été fait sur l'imprimante notamment. Il faut un micro pour le monsieur au milieu. Donc effectivement, pour un faible coût et avec un logiciel libre, on peut effectivement développer des systèmes asservis simplement. Une question. Oui, bonjour. Envisagez-vous d'utiliser les maquettes SolidWorks et les convertir pour qu'elles soient utilisables et pilotables ? Ça a été un peu dans les tuyaux. Ça fait partie aussi des choses qu'on aimerait faire, mais bon. Il faut du temps. Voilà, il faut beaucoup de temps, beaucoup de temps, et on n'en a pas forcément de manière infinie. Voilà. Mais on aimerait le faire, mais c'est pas encore d'actualité, ça c'est clair. Alors même chose, si certains d'entre vous veulent rejoindre l'équipe d'Emotions pour les aider à développer des outils, je pense qu'ils seront contents de... Ah oui, non, mais tout à fait. On a un collègue, David Fournier, qui nous a déjà rejoint. Il ne faut pas hésiter. Hein. Je rappelle que ce qui a été développé là, ce sont des collègues en classe préparatoire qui font ça en plus de leurs cours. Voilà. Et tout ça, évidemment, bénévolement, c'est un logiciel libre, donc ça ne leur apporte rien. À part la gloire, d'avoir développé le Scilab. Une autre question, pour conclure. Hervé. Oui, c'est pas une question, c'est juste une intervention, une remarque. Simplement pour dire à quel point ils font un travail remarquable et bénévole, tu l'as dit, Franck. Et moi, je constate aussi, je tiens publiquement du coup à vous remercier, à toi Alain, ainsi que tous celles et ceux qui travaillent avec toi, sur votre réactivité, puisque évidemment les bugs, ça existe tout le temps. Pour la petite anecdote, peut-être que Baudouin, Martin dirait qu'il y a des bugs parce que vous n'avez pas eu d'approche UML, je ne sais pas. Mais néanmoins, il y a des bugs et vous êtes aussi là pour les repérer. Et je tiens à souligner leur réactivité à corriger ces bugs suite à vos demandes. En tout cas, un très grand merci et bravo à vous pour ce que vous faites. Voilà.